Bonjour et bienvenue pour le CX Summit 5e édition, tous engagés vers plus de satisfaction. Alors ça fait vraiment plaisir d'organiser ce nouveau CX Summit, puisqu'on a prévu un programme vraiment super intéressant pour vous. Vous allez voir, on va vous préparer de très bonnes choses avec des intervenants de très grande qualité. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas encore Eloquent, qui est l'organisateur du CX Summit, je vous propose de donner la parole à Elisabeth Delongeau, qui va nous donner un petit rappel de qui est Eloquent, l'organisateur de cette journée. Alors Elisabeth, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Donc Eloquent est un éditeur français dans le domaine de la relation client. Nous éditons donc une solution logicielle pour gérer, orchestrer, mesurer et améliorer les conversations qu'une marque peut avoir avec ses clients, donc à travers une plateforme cloud d'expérience client qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui est globalement une solution étendue de centre de contact et d'écoute de la voix du client. Donc nous existons depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc nous sommes basés à Grenoble et Paris. Donc nos équipes R&D sont bien en France. Et donc nous sommes à peu près 120 collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc notre solution gère à peu près 450 millions d'interactions par an, envoie plus de 150 millions d'enquêtes chaque année. Et nous sommes certifiés et venons de renouveler d'ailleurs notre certification, donc ISO 27001. Et 27701. Ouais, ISO 27001 donc pour la sécurité des systèmes d'information et ISO 27701 pour tout ce qui va être confidentialité des données. Donc nos clients, donc on a à peu près plus de 320 clients qui ont déployé notre solution donc dans plus de 40 pays. Et globalement, voilà, nous sommes reconnus pour accompagner en tout cas nos clients et leur générer de la satisfaction. Notre mission, ce qu'on aime à dire, c'est de créer des conversations mémorables entre des clients et des collaborateurs. Donc le mot mémorable est vraiment fondamental pour nous. C'est littéralement dans le petit Larousse, qui est digne d'être conservé dans la mémoire. Et donc nous avons à cœur, en tout cas, à travers nos solutions, de sublimer les attentes des clients. Donc de répondre à leurs besoins et leurs attentes, donc tant en termes d'omnicanalité que de personnalisation, que de besoin d'autonomie, d'instantanéité, de proactivité. On aime aussi garder en mémoire toutes ces données qu'on gère de relations clients, donc pour servir les entreprises afin qu'elles puissent obtenir un petit peu l'historique des précédentes interactions qu'elles peuvent avoir avec leurs clients et à des fins d'approfondir la connaissance client et de pouvoir en tout cas analyser et mesurer la satisfaction. Et c'est important pour nous aussi que ça reste en mémoire positive pour le collaborateur qui est vraiment clé aussi dans notre organisation, puisqu'on crée des outils pour lui aussi, pour qu'il ait une bonne expérience, qu'il ait des bonnes informations qui remontent au bon moment pour faciliter son travail et faciliter son engagement. Globalement, la solution Eloquent va vous permettre en tout cas de faciliter, de fluidifier et valoriser la relation client. Donc on va collecter les interactions, qu'elles soient voix ou digitales, donc sur des canaux, le mail, le chat ou les canaux de messaging. À travers notre orchestrateur omnicanal, on va pouvoir router et distribuer ces interactions vers le bon agent ou le bon agent conversationnel pour pouvoir traiter l'information. Et également, on va avoir pas mal d'outils et de modules pour pouvoir engager, piloter et analyser la satisfaction. Ouais. Merci Elisabeth pour cette présentation très claire. Alors on a vu qu'on va pouvoir gérer avec Eloquent les conversations réelles, digitales ou téléphoniques classiques, avec des agents physiques ou virtuels. Et on en parlera aujourd'hui. Il y a un atelier dédié en début d'après-midi justement sur les bots, ces nouveaux collègues du centre de contact. Alors cette 5e édition, on a voulu en fait sous la thématique de tous s'engager vers plus de satisfaction, parce que je pense que c'est vraiment important que à la fois les gens qui sont en face du client, mais également en back-office, soient vraiment orientés clients et que cette culture client transpire de partout. Et c'est vrai qu'on fera un atelier cet après-midi dédié là-dessus avec le Mine de Nantes et la Maison du Client. Et donc, on a voulu cette édition centrée sur 3 éléments clés. La première, aider les équipes à mieux faire leur travail. Et c'est vrai qu'on verra tout à l'heure dans le sommaire de la journée l'impact en fait d'un service client 5 étoiles. Quels outils et process pour avoir des conseillers reboostés, engagés. On verra également avec la Maïf et la marque comment en fait on va pouvoir offrir une bonne expérience en travaillant sur des collaborateurs véritablement engagés pour plus de satisfaction. On va aussi travailler sur le bon dosage entre l'humain
au bon moment et l'automatisation au bon moment également, comment on va les compléter les deux. Et c'est vrai qu'on aura une très belle intervention d'AG2R Mondial et de PwC qui nous donneront vraiment des bonnes pratiques. Et c'est vrai que c'est important également d'écouter ses clients, c'est essentiel, d'écouter ses collaborateurs et cette partie culture client, on va également faire un focus là-dessus. Donc c'est 3 éléments clés. Donc aider les équipes à faire mieux leur travail avec les bons outils, de l'humain au bon moment et de l'automatisation au bon moment pour justement pas ennuyer et aller dans l'effet inverse avec de la déception et connaître et écouter ses clients. Et ça, bien sûr, on le montrera avec nos clients, avec également des experts qu'on a fait venir, dont Marc qui va se présenter dans quelques secondes. Et en fait, on va utiliser donc les techniques donc logicielles, mais également de l'humain au bon moment et de la psychologie. Donc ce parcours qu'on vous a prévu pour cette journée va durer donc de 9h à 17h30. Donc une keynote qui va vraiment être intéressante avec Marc, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment. J'ai lu ton livre et ça me fait vraiment plaisir que tu nous fasses l'honneur de venir ce matin pour nous présenter et nous synthétiser un petit peu les bonnes idées, les idées clés de ton livre. Donc après, on verra, on aura également un atelier qui va être assez intéressant sur la visio, puisqu'en fait on parlera des outils. Et c'est vrai que la visio, c'est un outil à la fois qui met l'humain et la technologie et qui les allie en fait ensemble pour faire un effet waouh. Et en atelier et en fin de journée, on fera un petit peu de prospective, puisqu'on verra ce que c'est la relation client de 2025 et on se projettera un petit peu vers 2030, parce que c'est vrai que 2030 finalement c'est quasiment demain, quoi. Voilà. Ça va vite. Très très vite. Alors justement, on va passer à cette première keynote de la journée. Et là, en fait, Marc, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, puisque tu vas nous expliquer comment, en fait, on va pouvoir mettre la neuroscience au service de l'expérience client. Alors d'abord, Marc, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Voilà, donc je m'appelle Marc. Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Sapiens. Et donc, pour la petite histoire, donc quand j'étais gamin, là ça va mieux, comme vous me voyez, mais quand j'étais gamin, j'avais un syndrome de communication pragmatique un peu compliqué avec les autres enfants. Et donc, depuis que je suis enfant, c'est une question de survie pour moi de comprendre les comportements des autres. Et donc, d'une difficulté, j'en ai fait un métier. Et puis, ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans ce domaine qui est juste passionnant. Donc, essayer de comprendre c'est quoi un vrai être humain, c'est quoi des comportements, parce qu'on vit dans une société, peut-être on va le voir dans la présentation, qui change. Et donc, voilà, il y a tout ce bagage humain à prendre en compte et qui, à mon avis, aujourd'hui, n'est pas encore assez pris en compte dans les entreprises. On reste encore beaucoup dans un ancien paradigme qu'on va peut-être expliquer après. Voilà, donc... Alors justement, comment on applique en fait cette technique de neurosciences dans la relation client ? Parce que tu l'as dit, tu l'as vécu en tant que personne, mais oui. Comment nous, en tant que professionnels, on utilise des neurosciences pour améliorer notre expérience client et notre relation client ? Alors déjà, je crois qu'il faut remettre l'église au milieu du village. On parle beaucoup de neurosciences. Les neurosciences, en fait, nous apportent une chose, c'est une meilleure connaissance du cerveau humain. Ça ne change pas. Diamétralement, on voit par exemple du neuromarketing et des choses comme ça. Voilà, ce sont des choses dans lesquelles je suis pas très à l'aise parce que je trouve que c'est un peu aller trop vite vers l'utilisation d'un monde scientifique où, je veux dire, un jour on connaîtra ça du cerveau, aujourd'hui on en connaît ça. Donc, par contre, pour répondre à ta question, ce qui est très intéressant, c'est que donc les neurosciences ont apporté une chose qu'on n'avait pas avant, c'est une grammaire du fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui d'avoir isolé 180 fonctions cérébrales différentes qui font nos pensées au jour le jour, donc qui font nos comportements. Et donc cette grammaire avant elle était absente et donc c'était un petit peu bonheur la chance. Donc on se disait tiens il y a quelqu'un qui a l'air de penser plus ça, l'autre qui pense plus ceci, mais on n'avait pas la grammaire qui allait avec. Et c'est comme si on avait notre langue française, mais sans la grammaire, ce serait plus compliqué. Tandis qu'ici, les neurosciences, c'est important. Donc, ce que ça amène surtout, c'est une meilleure compréhension aussi. Voilà, c'est ça, une meilleure compréhension. Et il faut s'imaginer qu'une fois qu'on a compris comment fonctionne mieux le cerveau humain, à travers les connaissances des neurosciences, on est en capacité de pouvoir travailler de manière différente. Et c'est ce qu'on va voir, parce que l'être humain, on en a une espèce de vue idéale, mais ce n'est pas la réalité. Et donc, quand on en parle, souvent les gens disent « Ah oui », mais pourtant, dans les organisations, on continue à fonctionner comme si, en fait, ils fonctionnaient d'une autre manière. Donc voilà, c'est ça qui est de passionnant. Et donc, pour la petite histoire, juste pour compléter, en fait, notre métier, c'est d'accompagner des organisations dans la transformation pour arriver à avoir des performances par les comportements.
Et donc, on travaille voilà, pour des grosses entreprises du CAC 40, etc. On ne va pas donner de nom parce que je ne trouve pas que c'est pas le plus intéressant. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les différences de performance qu'on peut avoir entre une technique, on va dire, classique et puis l'implémentation en fait, de ce savoir-là à l'intérieur des pratiques d'une entreprise, quoi. D'accord. Alors, tu es aussi auteur de livres, hein, puisqu'on le voit ici, le livre que tu as écrit, 300 000 ans d'expérience client. Alors, justement, tu vas essayer de nous faire une petite synthèse de ce livre-là dans cette présentation. Alors, vas-y, à toi de jouer. Dis-nous un petit peu comment on va appliquer ces neurosciences dans la relation client. Eh bien, d'abord, je voulais te remercier de m'avoir invité. Je le redis parce que voilà, c'est une sacrée organisation et je trouve ça juste... Alors, oui, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas remarqué, Marc est d'origine belge, et belge d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça que le petit accent et qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui à Paris. Plaisir de l'être. Donc, alors, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, et donc ce qui était intéressant dans l'introduction également, c'est qu'on voit bien que l'engagement client, ça devient partout quelque chose d'essentiel. Donc, il n'y a plus une seule entreprise dans laquelle on n'entend pas, je dis bien entendre, après, dans la mise en pratique, c'est plus compliqué, mais on n'entend pas cette notion d'un engagement client, c'est super important. Mais c'est aussi pour moi essentiel que les gens comprennent, en tout cas, pourquoi est-ce que remettre ce client est devenu central. Parce que, je veux dire, un client, on en a déjà depuis des décennies, donc pourquoi est-ce que d'un seul coup, on se retrouve en fait avec cette notion de l'engagement client est tellement importante, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les clients aujourd'hui, par la technologie, les évolutions, etc., vivent dans un monde d'opulence. Donc, on a accès à peu près à tout ce qu'on veut. Si je cherche un stylo rose avec des pois verts, je suis sûr que je peux le trouver. Si je cherche un truc très particulier, je peux même le faire fabriquer. On vit un instant dans l'humanité où jamais personne n'a eu autant accès à tout. Alors, quand je dis tout, c'est tout au niveau produit, c'est tout au niveau service, c'est tout au niveau marque. Et justement, ce tout, en fait que les gens ont accès à des solutions juste en un claquement de doigts. Et le problème, c'est que donc, avant, quand j'avais un client, le fait de le voir changer, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, il peut changer très très rapidement. Donc, la donne change. Et ce qu'on voit en fait de manière globale, donc si par exemple on fait simplement une recherche sur un réfrigérateur, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée sur Google, on va se retrouver en fait avec, regardez là, 16 millions de résultats juste pour une requête qui est c'est quoi le meilleur réfrigérateur. Ou je veux changer de compagnie d'électricité, je demande c'est quoi le meilleur et je me retrouve avec 10 millions de résultats. Donc, enfin, imaginez, c'est juste une simple question en disant, tiens, finalement, c'est quoi le meilleur fournisseur d'électricité? J'ai 10 millions de résultats possibles. Donc, évidemment qu'il n'y a pas 10 millions de résultats pertinents. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'opulence, elle est bien là. Elle est là pour l'information, pour les produits, etc. Et ce que ça crée, c'est qu'en fait, on a donc un comportement qui a été adapté en fonction de ça. Et quand on voit l'évolution des technologies dans le temps depuis la création, enfin en tout cas la création, depuis notre apparition en tant qu'Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, en fait on voit bien dans la courbe que c'est très très flat pendant très très longtemps et puis d'un seul coup il y a une exponentielle qui se met en route et on se retrouve avec un nombre de produits mais inimaginable, un nombre de services inimaginable, le nombre d'informations, on vient de le voir, le nombre de divertissements. Aujourd'hui, n'importe qui a accès à des milliers de films, de séries, etc. Le nombre de marques, le nombre de publicités, le nombre de technologies, et on vient encore en ajouter avec l'IA, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit cette explosion, la vraie question à se poser, c'est de se dire, mais est-ce que l'humain est en capacité d'appréhender ça? Parce que tous, si on est honnête avec nous-mêmes, on sent bien qu'on n'est pas à l'aise. On ne sait pas vers quoi ça va. Ça va tellement vite qu'en fait, en gros, on a appris une information, quelques semaines après, ça a changé. Et donc, on se sent mal à l'aise. Alors, pourquoi est-ce qu'on se sent mal à l'aise comme ça? Eh bien, tout simplement parce que si la technologie a évolué à cette vitesse-là, l'adaptabilité humaine, génétiquement, elle, n'a pas évolué à cette vitesse-là. C'est génétique. Donc, ce n'est pas une question de volonté. C'est génétique. Le cerveau évolue. Donc, mais il faut énormément de temps. Donc, les chercheurs ont évalué que le cerveau que l'on a actuellement est à peu près le même qu'il y a 40 000 ans. Donc, imaginez, il y a 40 000 ans... il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Non, j'étais dans la savane, je chassais. J'essayais de survivre au bout de la journée parce que ce n'est pas avec nos petits ongles et nos petites dents qu'on pouvait rivaliser avec n'importe quel animal un peu costaud autour de nous.
Et donc, en fait, on devait survivre. Donc, quelque part, notre cerveau a été construit pour pouvoir survivre dans des environnements hostiles. Et comme il n'a pas changé, la question à se poser, c'est donc comment est-ce que ce cerveau aujourd'hui fonctionne quand on est face à ce genre de choses. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en gros, les clients deviennent de moins en moins disponibles. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de possibilités autour de soi que ça devient très compliqué de rester informé, etc. Donc la disponibilité, et en plus on a des vies hyper chargées, à cause du fait qu'on ait tellement de choses à notre disposition. Donc on va être plus exigeant, beaucoup plus exigeant. Parce que autant avant, je pouvais me dire, bon, allez, ça va passer. Ici, non, l'exigence, elle est très, très marquée du client. On le sent bien partout. Donc, on va avoir moins d'attention, moins d'engagement. On va avoir, enfin voilà, tous ces comportements-là sont une réalité. Et la flèche que vous voyez entre l'adaptabilité humaine et l'évolution de la technologie, c'est pour ça qu'on parle d'engagement client, d'expérience client, etc. Parce que rajouter des technologies n'est pas le problème. Le problème, c'est comment l'humain va réagir face à ces technologies que l'on sort. D'où une question fondamentale, qui est de dire, est-ce que je continue à créer de nouveaux produits, de nouveaux services, etc., de la manière dont ça a été créé jusqu'à présent, et en grandissant le gap entre la technologie et l'adaptabilité humaine, ou est-ce que dans mes pratiques, j'embarque les deux ? La connaissance client en dehors du terme technique comme vous l'utilisez. Moi, je parle vraiment du fonctionnement de l'humain, c'est-à-dire comment fonctionne un cerveau. Donc, et de prendre ça dans les équipes. Il ne faut pas devenir des neuroscientifiques, c'est pas le but. D'ailleurs, moi, je ne suis pas neuroscientifique. J'ai des amis qui le sont. Ça fait des années que je travaille là-dedans et donc j'ai vraiment une très, très bonne expertise. Mais je ne suis pas neuroscientifique. Il n'y a pas besoin de l'être. Par contre, de comprendre la grammaire qui se passe à l'intérieur d'un cerveau, ça, tout le monde devrait l'embarquer parce que ça a des répercussions directes. Alors, la question que j'ai envie de poser à tout le monde, c'est la suivante. Aujourd'hui, dans un monde qu'on vient de décrire, d'opulence, de vitesse, etc., qu'est-ce qui va faire la performance d'une entreprise demain ? Est-ce que c'est le produit, le service, la pub, le site, mon centre d'appel, ou les comportements des personnes, des clients qui sont les miens ? Alors, la nuance est très fine, mais elle est essentielle. Donc, si je me fixe ou je me focalise sur le produit, le service, la pub, etc., en me disant que j'interroge le client, je continue à rester organisé autour du produit, du service, de la pub, etc., c'est-à-dire l'organisation. Si je passe le miroir et que je vais de l'autre côté et que je me dis que le comportement que je veux générer est primordial, alors à ce moment-là, c'est complètement différent. Parce que ce que je vais faire, c'est de regarder, imaginons un problème, on va se dire, c'est quoi le comportement actuel des personnes ? Et puis de se dire, OK, mais quel est le comportement qu'on voudrait ? Et puis de se poser la question, est-ce qu'il faut un produit, un service, un software, etc. Et c'est complètement différent. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on prend le temps d'aller vers ces comportements, les conversions, la performance est nettement plus élevée. Tout simplement parce qu'on amène dans la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, une solution. On est tous ravis quand on peut faire ouf parce que quelqu'un fait vraiment un service client. Et ça nous arrive à tous. Là, j'ai eu un cas comme ça avec Engie, où en fait, j'appelle parce que j'avais un problème de facture, où en gros, l'application me montrait 2000 kW, je crois, un truc comme ça. Et puis, je reçois une facture avec 6000. Donc, je me dis au début, pas de problème, donc je vais les appeler. Donc, j'appelle. Et puis, première chose que j'entends au téléphone, on dit, bienvenue chez Engie, élu service client de l'année 2023, je crois que c'est ça. Et je me dis, mais j'ai même encore rien fait, qu'ils essayent déjà de me pousser des trucs. Et dans mon comportement, le problème, c'est que moi, je viens, c'est pas pour écouter ça, c'est parce que j'ai un problème. Puis je tombe sur quelqu'un dans un centre d'appel avec un mécanisme scripté. Bonjour, ici Geneviève, je suis votre agent. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Et on a tout ça, on entend cette espèce de chose dans laquelle, comme tu disais tout à l'heure, l'employé est tellement important parce qu'il va véhiculer des choses. Mais là, si je prends cet exemple-là, c'est produit, service, pub, dialogue, etc. Donc on forme les gens à dire un dialogue et le comportement qui est généré de l'autre côté, ils ne le savent pas. Or, je pense que c'est plus important de dire, par exemple, aux gens dans le centre d'appel, voilà ce que le client devrait penser. Ouais, se dire qu'est-ce qu'on va générer comme émotion. Voilà, qu'est-ce que la personne va avoir comme pensée dans sa tête et comment tu fais pour générer ça. Parce que, prenons quelqu'un qui est introverti ou quelqu'un qui est extraverti.
si je lui demande, si je donne une formation avec le même contenu, forcément, ça ne va pas donner la même chose. Et donc, voilà, ce sont des exemples. Ou alors, un autre exemple que j'ai eu dernièrement. Donc, j'achète un tapis de yoga pour mon épouse et je vais sur Google. Et donc, je tape tapis de yoga et je vois 2 liens donc, sponsorisés. Donc, un Nature et Découverte et l'autre Decathlon. Et je ne fais pas attention. Donc, je vais sur les deux. Et je me dis, tiens, c'est la même image. Et c'est les mêmes produits. Et j'en vois un à 88 € et l'autre à 128 €. Et donc, évidemment, j'ai pris chez Nature et Découverte parce que je ne voyais pas l'avantage d'aller payer un prix plus cher pour le même produit. Et donc, je fais une news là-dessus sur LinkedIn. Et donc, j'ai des réponses de Decathlon qui sont tout à fait honnêtes en me disant « mais votre article est très intéressant, mais je pense que vous êtes trompé parce que le produit, en fait, n'est pas… Mais pas le même. C'est pas le même. Chez nous, il y a un sac en plus. » Et j'ai mis un sac. Et donc, je me dis, c'est pas possible, je l'ai pas vu. Donc, je retourne dans la fiche. Il y a un autre commentaire qui m'envoie le lien de la fiche sur Decathlon. Et je me rends compte qu'en fait, ils avaient 2 produits. Un au même prix que Nature et Découverte sans un sac, et l'autre avec le sac. Mais j'avais pas vu le sac. Et donc, ça m'a permis de dire à la personne, mais regardez, ici, c'est passionnant. Moi, c'est mon métier. Mais j'ai pas vu qu'il y avait le sac. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Que vous ayez mis le sac? Ou que la personne se rende compte. Ou mon comportement d'achat qui est, je n'ai pas vu le sac et donc je n'ai pas acheté. Et vous pouvez me donner tous les arguments rationnels que vous voulez en me disant qu'il est dessus, etc. Si je ne le vois pas, donc on est vraiment dans la partie des comportements. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce qu'en fait, comprendre cette logique est important. Donc par exemple, ici, je vais vous montrer un exemple très concret. Donc ce que vous voyez là, c'est les chiffres de personnes qui vont dans Google et qui tapent devis, assurance, auto. Donc, les gens font ça de manière occasionnelle, une fois tous les 5 ans. En règle générale, ça va être pénible parce que ce n'est pas quelque chose de très sympa à faire. Et ce que vous voyez là, c'est les taux de personnes qui commencent la tarification et qui arrivent au bout. À gauche, c'est la moyenne du marché et à droite, c'est MMA. Vous voyez qu'il y a 19 points de différence entre les deux. Comment est-ce qu'on peut expliquer 19 points de différence? Alors, évidemment, tous les auditeurs ne sont pas MMA, donc on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Mais là, ce que vous allez voir, c'est à gauche, c'est un design qui a été fait par une technique classique, c'est-à-dire avec un ancien paradigme. Et à droite, c'est du design de comportement, c'est-à-dire basé sur le comportement des gens. Et seulement après, on design les éléments dont on a besoin pour y arriver. Et donc, cet ancien paradigme, comment ça fonctionne? Je vous donne un cas. Donc, par exemple, tiens, on doit lancer une campagne de publicité où il y a un nouveau produit qui va sortir. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Toutes les équipes vont s'organiser sur l'objet. Qu'est-ce que je dois sortir? Comment on va le faire? Quand on va le faire? Quelle est la production qu'on va mettre en place, etc. Et de temps en temps, il y a une recherche qui est faite en amont sur les clients. Mais en règle générale, quand ces recherches sont faites, on demande au client ses besoins, on va lui demander c'est quoi c'est les problèmes qu'il rencontre, c'est quoi l'expérience idéale qu'il voudrait avoir, c'est quoi les personas qu'on a, etc. Et si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on va se voir qu'en fait, en gros, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on croise les doigts et on se dit « j'espère que ça va marcher ». Et j'espère que ça va marcher, je trouve ça aujourd'hui anormal parce qu'on est dans un monde dans lequel on ne va pas continuer à pousser des produits sans générer ce comportement. Il vaut mieux se dire c'est quoi le comportement que je veux atteindre et puis ensuite de se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie. D'abord, est-ce que c'est possible? Parce que par exemple en innovation, prenons l'exemple de l'innovation. Le nombre d'innovations qui sortent et qui sont des échecs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne se basent pas sur les comportements. Et on sort un produit, on se dit tiens j'ai une idée, on va sortir ça, on le teste éventuellement un petit peu. Et on va voir. Voilà. Et on va voir comment ça va fonctionner. Mais le comportement, et si maintenant l'idée, ce serait l'inverse, c'est-à-dire j'ai une idée, quel est le comportement actuel que les gens ont? Comment est-ce que je peux aller chercher le comportement que je voudrais? Est-ce que c'est possible ou pas? Comment y arriver? Et puis de se dire, est-ce que ça vaut la peine de le mettre en œuvre? Et là, on est dans un paradigme qui est différent, ce qu'on va voir tout de suite. Et donc, dans ces recherches, en fait, ce qu'on voit en entreprise, c'est que les entreprises continuent à faire comme si le client sait ce qu'il veut. D'ailleurs, on continue à poser des questions aux clients. On envoie des questionnaires. Encore dernièrement, là, j'ai reçu un truc de la Poste en me demandant « Tiens, mais quelle est votre satisfaction par rapport à notre formulaire ?» Et je me dis « Mais ils ne se rendent pas compte. » Enfin, moi, je vois l'adresse mail, c'est « No reply ». Et on me dit que mon avis est important, mais en fait, on me dit de ne pas répondre. Donc, et vous voyez que tous ces éléments, en fait, il y a plein de contradictions en fait, dans le monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, on continue à faire comme si les clients savent pourquoi ils font les choses. Donc, c'est très pratique. Le client fait ça, je ne sais pas pourquoi, je vais lui demander. Et comme il est capable de me répondre, c'est très pratique.
Et c'est génial. On peut se dire, en fait, c'est simple, il suffit de faire ça, et comme ça, j'ai ma réponse. Sauf que, en fait, le problème avec toutes les phrases que vous voyez là, donc c'est-à-dire consciemment intéressé, il voit tout, il est conscient de ses actions, etc., il n'y a pas une seule de ces phrases qui est exacte. Pas une. Ça, c'est une espèce de mythe qu'on a dans notre tête, qui a été créé dans les années 50, qui est Homo economicus, c'est-à-dire une espèce de théorisation de comment est-ce qu'on achète les choses. Et donc, si par exemple, j'ai envie d'aller au cinéma, mais qu'en même temps, je dois acheter des poires, eh bien, je vais forcément faire 2 colonnes et me dire, est-ce que j'ai assez de sous pour acheter mes poires cette semaine et en même temps aller au cinéma et je vais peser les éléments, etc. Non, mais tout ça, ça ne marche pas comme ça, du tout. Donc, est-ce qu'on continue à fonctionner en demandant aux clients ce qu'ils pensent ? Alors c'est déjà chouette, par exemple, d'avoir des solutions comme vous avez, parce que ça va permettre de pouvoir déjà amener de l'objectivité sur des comportements réels. Parce qu'entre ce que quelqu'un dit et ce que quelqu'un fait, il y a déjà une énorme différence entre les deux. Et donc, dans l'ancien paradigme, par exemple, ici j'ai mis quelques exemples, c'est des vraies études. Hein. Donc les entreprises disent, ah oui, non, à 90%, la CX, c'est vraiment important, que l'expérience client est vraiment importante pour nous. Et puis de l'autre côté, on a le client à 80% qui dit, mais ils ne me comprennent pas. Je suis certain que, par exemple, Engie, ils n'ont pas fait exprès de me perdre comme client, parce que j'ai quand même eu 8 appels téléphoniques pour essayer de résoudre le truc, ça n'a jamais été. Et je suis certain que tous les procès, il n'y a personne qui se dit, tiens, on va faire que ça ne fonctionne pas. Hein. Ça, je suis sûr et certain. Donc, c'est bien pour montrer que même avec de la bonne volonté, en fait, on a ces mécanismes-là qui sont mis en place. On a 69% qui pensent offrir une expérience gratifiante. Et puis, quand on voit les churn, par exemple, dans les télécoms, des choses comme ça, c'est énorme. Ou en énergie. Donc, de nouveau, est-ce qu'on continue à se dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon produit, mon site, mon support, ou est-ce que je me dis attends, c'est quoi, pourquoi est-ce que la personne change? Comment est-ce qu'elle change? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quelles sont les craintes qu'elle a? C'est quoi leurs habitudes? C'est quoi la ligne de moindre résistance? Tous ces variables de comportement qu'on connaît, qu'est-ce qui se passe? Et puis, une fois que je comprends ça, ça devient plus facile à essayer de trouver une solution. Et donc, les neurosciences là-dedans, donc tu posais la question tout à l'heure. Donc là, vous voyez par exemple une session d'IRM qu'on a fait pour MMA. Donc, bien sûr que les neurosciences permettent de pouvoir faire 2 choses. Un, c'est alimenter les organisations sur comment fonctionne le cerveau. Et il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de pointe comme celle-là. Par contre, nous, on utilise du matériel de pointe comme celui-là. Quand, par exemple, il y a des modifications qui peuvent impacter un business de manière énorme, on ne va pas prendre le risque. Et ce n'est pas moi ou n'importe quel expert qui peut se mettre à la place du comportement de centaines ou de milliers de personnes. Par exemple, si je reprends Decathlon, la personne qui m'a répondu a tout à fait raison rationnellement. En attendant, j'ai quand même pas acheté chez eux. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, il y a aujourd'hui, sans data, un expert, comment voulez-vous qu'il donne un avis sur quelque chose? En tout cas, nous, jamais on ne travaille sur des je pense que. C'est toujours sur des données, du comportement, etc. Et donc, ce que les neurosciences nous apprennent maintenant depuis des années, effectivement, c'est qu'il y a une grammaire cérébrale. Et donc, alors nous, on a mesuré, on en a fait une 50aine de tests de ce type-là. Donc, c'est passionnant à voir, de voir comment le cerveau réagit quand il est face à des stimuli. Et la majorité des activités de pensée que quelqu'un a sont absolument non conscientes. Par exemple, pendant que vous me regardez, vous hochez la tête, mais vous avez des pensées dans votre tête que je ne sais pas. Alors la question c'est, si je les savais, comment est-ce que je pourrais amener une expérience différente à quelqu'un? Et comment est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un en analysant son vrai quotidien? Ce n'est pas de la manipulation, c'est s'intéresser aux gens vraiment. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans le cerveau, en gros, je vais vous donner quelques zones là. Donc, ce que vous voyez là au milieu, là, l'espèce d'ogive bleue là. Donc, c'est le système limbique. Donc, on peut appeler ça, c'est pas tout à fait juste, mais le système émotionnel. Et donc, vous voyez déjà là quelques fonctions. Donc, par exemple, le plaisir immédiat n'est pas géré dans la même zone que l'anticipation d'une récompense. Par exemple, tous les auditeurs qui sont là sont dit, en fonction des éléments que vous leur avez donnés, ont anticipé quelque chose. Ouais, ils s'attendent à une conférence de ta part en disant tiens, je vais peut-être trouver des trucs. Même de la journée, en se disant tiens, je vais apprendre ça ou je vais apprendre ça. Donc l'idée, c'est que donc, ici, ce sont les noyaux accumbens qui sont activés chez ces personnes. Chez moi aussi, c'est la même chose quand je cherchais mon tapis de yoga, etc. Vous voyez, par exemple, les dangers, la peur, etc. Tout ça est localisé dans des endroits qui sont complètement différents.
Donc, vous voyez, par exemple, on a le thalamus, donc c'est une espèce de gare de triage. Donc, tout ce que vous regardez, avant d'arriver dans votre lobe occipital, donc dans le centre de la vision, est traité en fait par une gare de triage qui va dire ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. C'est ce qui s'est passé avec Decathlon. J'ai pas vu le sac parce que pour moi c'est pas ça que je cherchais. Et sur le site de Nature et Découverte, il y avait aussi un petit truc de transport. Et jamais je me suis dit je vais avoir cet appui sans quelque chose pour l'emmener. Donc, mon cerveau a filtré, et ça, c'est le thalamus, par exemple. C'est aussi, par exemple, vous êtes dans une soirée, vous entendez des gens, il y a une espèce de brouhaha, puis vous entendez votre prénom. Vous dites Fred. Et d'un seul coup, alors qu'il y avait plein de brouhaha, hop, votre attention est attirée. Comment vous faites ça? Mais c'est simplement parce que vous avez en fait des fonctions cérébrales qui sont mises en œuvre sans que vous soyez conscient de ces éléments. Alors, au-dessus de cette ogive bleue, donc on va avoir une espèce de virgule là, donc ce qu'on appelle le gyrus singulaire. Et donc là, il y a d'autres fonctions, comme par exemple, qu'est-ce que je risque si je fais ça? C'est quoi mes doutes? Par exemple, quand j'ai vu les deux prix, je me suis dit, mais il y a une différence les petites pensées. Hein. Donc 88 €, 128, c'est quoi la différence entre les deux? C'est cette zone-là en fait qui s'active. Et donc, vous avez aussi la projection dans des situations déjà vécues. Donc si par exemple, je vous dis, tiens, imaginez ce matin, vous sortez de chez vous, vous voyez tous votre appartement, votre maison, donc vous sortez de chez vous, vous fermez la porte, qu'est-ce que vous avez devant vous? Là, en fait, on utilise en fait les zones de projection dans des situations déjà vécues. Et donc, il y a 180 fonctions cérébrales qui existent, et notre conscience, elle est dans la partie avant de la zone jaune. Donc, tout le reste, c'est pas inconscient, c'est pas l'inconscient de Freud, c'est non conscient. Ça veut dire que il y a des zones auxquelles on peut consciemment avoir accès, mais heureusement, on ne doit pas le faire, parce que s'il fallait tout le temps réfléchir, imaginez, il y a 40 000 ans, vous étiez dans la savane, vous voyez un zèbre passer, vous êtes occupé à le chasser, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui bouge dans votre champ de vision à droite. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce que c'est de se dire, je cours parce qu'on ne sait jamais si je ne vais pas me faire manger, ou est-ce que je continue à chasser? Et si, imaginez, vous voyez un tigre arriver vers vous, vous dites, alors ça c'est un félidé, je pense que c'est un mâle, et vu le soleil, donc à mon avis il a déjà mangé, donc normalement je ne risque rien. Le temps que vous ayez terminé votre réflexion, vous êtes mort. Donc c'est pour ça en fait que notre conscience a été construite, mais au-dessus d'un système émotionnel. Donc c'est pas que j'ai le rationnel et l'émotionnel, c'est comme des poupées russes. En fait, vous avez le rationnel qui est dans l'émotionnel. Il n'y a pas de séparation entre les éléments à l'intérieur d'un cerveau. C'est des fonctions cérébrales qui s'activent, par contre, vos pensées. Si par exemple, je vous dis, tiens, souvenez-vous de vos dernières vacances de l'année dernière, est-ce qu'il faisait chaud, etc., je vais activer plein de zones. Donc, par exemple, est-ce qu'il faisait chaud, donc ça va être une zone, est-ce que vous avez tiré du plaisir ou pas, etc. Et donc, ça, c'est une grammaire cérébrale qui permet donc aujourd'hui d'avoir une connaissance claire. Imaginons dans vos softwares qu'on puisse se dire, c'est quoi, en fait, ça touche quoi? Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut se dire, tiens, dans le dialogue que la personne a eu là, il y a eu telle bride d'information qui parlait d'un souvenir, telle chose qui parlait de ceci. Et ça permet de reconstruire ce qu'on appelle un profilage comportemental qui permet en fait d'avoir une vue plus claire de comment le client devrait fonctionner. Alors si on n'est pas Homo economicus, on est Homo sapiens, ça c'est une réalité. Et il y a aussi des caractéristiques. Alors je vous en ai mis quelques-unes ici juste pour... parce que voilà, on a 30 minutes, donc j'essaye de vous donner des petites graines, mais 97% de ce que vous voyez est flou. Ah, vous avez mis Marc, alors là, vous êtes super mignon et tout, mais moi je vois net partout. Alors on va faire un petit test pour ceux qui sont devant l'écran. Donc vous regardez le 7 de 97 et imaginez vous avez une crampe oculaire. Vous ne savez plus bouger votre œil du 7. C'est impossible de bouger votre œil ni votre tête. Je sais que c'est inconfortable, mais essayez de rester sur le 7, d'accord? En restant sur le 7, essayez de me dire quelle est la couleur des yeux du gars à gauche. Et vous allez voir que c'est flou. Ah oui, c'est pas possible. Alors maintenant, relâchez votre œil parce que c'est très désagréable. Laissez-le aller vers l'œil du bonhomme. Donc là, vous allez être en capacité de dire quelle est la couleur. Maintenant, vous avez de nouveau une crampe. Vous ne pouvez plus bouger votre œil de son œil à lui. Et essayez de me lire la 3e ligne du texte à droite. C'est flou. Donc en fait, on voit net, quand vous tendez votre pouce, on voit net sur la surface de l'ongle. Donc par exemple, quand j'arrive dans un écran, reprenons l'exemple de Decathlon, je cherche un tapis de yoga. Je vois le tapis de yoga. Mon cerveau va se dire, OK, tu as trouvé la bonne zone. Je n'ai même pas besoin d'y penser, ça se fait. Tu as trouvé le bon truc, c'est le bon tapis de yoga. Si dans la zone, je vais sur le prix et que le sac, ce qui est le cas, est mis complètement à gauche du champ de vision, c'est flou. Et donc, votre cerveau décide de l'endroit où vous allez regarder en fonction de l'intérêt qu'il construit.
C'est est-ce que ça peut compléter, est-ce que ça peut m'informer, etc. Et toutes les zones que je vous ai montrées tout à l'heure peuvent s'activer, les doutes, etc. Et donc on pense en millisecondes, hein. Donc alors rationnellement on pense en secondes, mais c'est faux. En fait, la vraie activité c'est en millisecondes, et vous avez 95% des activités cérébrales qui sont non conscientes. On n'est plus du tout dans le même champ, hein. Alors la question c'est, quand j'ai un client face à moi, est-ce que je vais essayer de comprendre son comportement d'Homo sapiens, ou est-ce que je vais continuer à croire qu'il est Homo economicus et lui dire, enfin madame, c'est évident quand même, hein, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Ça marche plus comme ça. Alors ça pouvait fonctionner, et ça a fonctionné comme ça pendant des années, parce qu'il n'y avait pas cette possibilité d'opulence qu'on a maintenant. Mais maintenant, c'est terminé. Donc, je ne vous ai pas montré, parce que tout à l'heure, enfin, il y a plein de zones du circuit de la récompense qui sont activées. Et la récompense, en fait, elle est basée sur le délai pour l'obtenir, la probabilité de l'obtenir et l'effort pour le faire. Donc, avant, quand il fallait changer de fournisseur, c'était compliqué. Donc, je me disais, oh, il m'ennuie, hein, ceux-là. Mais bon, allez, c'est quand même, il va falloir que je fasse ça, ça, ça. Vous simplifiez tout ça. Bah donc, ça devient le plus simple possible. Donc, quel est le chemin le plus court qui me donne la récompense avec une probabilité élevée et un effort pratiquement à zéro? Bah, ça s'appelle un téléphone mobile. Et en fait, en gros, je peux aller chercher ce que je veux dessus. Donc, ce qu'on sait en tout cas aujourd'hui, c'est que 100% des clients sont des Homo sapiens, pas des Homo economicus. Il n'y en a pas un qui est Homo economicus dans l'histoire. Et que 100% des Homo sapiens ont un cerveau et que 100% des comportements se passent dans le cerveau. D'où, je pense, il y a l'IA qui est très importante en termes de technologie, mais je pense que si les entreprises ne compensent pas ça par une connaissance de ce qui se passe dans le cerveau, et les neurosciences sont tout aussi développées que de l'IA, et donc, en fait, ça va faire passer pas mal de choses à côté de la plaque. Donc, vous avez vu les résultats tout à l'heure, mais j'en ai d'autres. Là, on travaille pour une société qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, et on a augmenté les performances commerciales de 13% en 3 mois. Et ce n'est pas avec des techniques classiques. Donc, on a formé leurs formes de vente à des techniques différentes. Et la technique, elle est la suivante. À la place de leur dire comment ils doivent faire aux vendeurs, on a scripté ce qui doit se passer dans la tête du client pour que la vente se passe bien. En disant, c'est quoi toutes les micro-pensées par lesquelles il faut passer. Et après, on leur demande, OK, maintenant, comment tu fais pour arriver à faire ça? Et chaque personne ressort, chaque commercial ressort avec son script, son dialogue. Donc selon la personne qui fait la vente, ouais. En fait, son discours va être différent parce qu'il a un comportement, je suis plutôt comme dans les couleurs, hein, rouge, voilà. Jaune, vert, etc. Je suis plutôt rationnel, je suis plutôt dans l'émotionnel, je vais avoir mon propre script. Exactement, parce que qu'est-ce qui se passe si on demande à quelqu'un, imaginons, quelqu'un de rouge, et tu lui demandes de faire un dialogue vert, parce que le type qui a fait l'expertise, il est vert, il trouve ça vraiment bien. Ça ne marchera pas. Un introverti avec un extraverti. Là, on travaille pour une entreprise qui fait des visites techniques, donc avant de faire des chantiers. Et donc, la visite technique, moi, j'ai été sur le terrain pour comprendre la psychologie des gens, comment ça se passait, l'ouverture à l'intérieur de leur maison, comment tout ça se passe. Et il y a plein de choses psychologiques qui sont hyper intéressantes sur ces éléments-là. Et les visiteurs techniques, il y en a qui sont introvertis, il y en a qui sont extravertis, il y en a qui sont très bienveillants, il y en a qui ont peur de l'être, etc. Donc, si je fais une formation, c'est facile. J'ai qu'à me dire, mais c'est de la bonne volonté. Un script, suis un script. Voilà, donc je scripte ce qu'il doit dire et je lui dis, s'il ne le fait pas, c'est que c'est de la mauvaise volonté. Mais non, pas du tout. si je ne prends pas en compte sa personnalité à lui, mais ça ne va pas donner. D'ailleurs, chez EDF, je ne sais pas comment ils font, parce que je suis passé chez EDF, mais quand on appelle leur centre d'appel, c'est juste un vrai bonheur. Franchement, hein, les types ne trouvent pas toujours des solutions. Je suis même énervé parce que ça fait 1 an que j'ai un truc, j'arrive pas à avoir le détail de ma consommation. Mais les types sont tellement bienveillants qu'en fait, je me dis, voilà, d'ailleurs on parlait de la maïs, mais c'est aussi des éléments très intéressants de remettre la bienveillance. Mais la bienveillance, comment ça fonctionne? Comment on fait ça? Et donc en connaissant le cerveau, on peut aller beaucoup plus loin. Alors finalement, que font les bons pour être bons? Eh bien en fait, en gros, ils partent de l'opposé. Donc à la place d'avoir, je conçois, j'ai le temps de faire des études avant, je conçois et puis je croise les doigts. En fait, l'idée, c'est qu'on va d'abord s'intéresser au comportement actuel. Donc, c'est quoi le comportement actuel des gens? Et pour ça, en fait, on utilise un profilage comportemental dans lequel on va utiliser une 60aine de variables qui sont liées aux zones du cerveau et dans lequel on va compléter ça. Avec, par exemple, des solutions comme les vôtres dans lesquelles on va se dire avec l'IA, tiens, qu'est-ce qu'on peut extraire et venir alimenter? Parce que de nouveau, c'est tout. On parlait tout à l'heure de la capacité des employés à récolter, parce que vous allez récolter des données, mais la capacité d'analyse de la donnée,
Aujourd'hui, moi je vois beaucoup d'éléments qui sont très pertinents, mais qui sont complètement isolés les uns des autres. Et donc, par exemple, on a un problème maintenant, on s'intéresse à ça, on fait une étude, on regarde. Et puis l'étude, on la laisse sur le côté. Et puis après, on a un autre problème, on fait une autre étude et on va regarder. Mais le client, lui, il change pas, il fonctionne pas comme ça. Donc, à un moment donné, il faut comprendre et construire ce profilage au fur et à mesure en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a dit, comment est-ce qu'il l'a dit, quelles sont les émotions, à quel moment, quelles sont ses habitudes. Par exemple, un comportement qui est fréquent se gère pas de la même manière qu'un comportement occasionnel. Donc, par exemple, dans le monde des assurances avec MMA, les gens qui font des devis, c'est complètement occasionnel. Donc, de croire que la personne va comprendre tout ce qu'on lui demande. D'ailleurs, si vous regardez, vous pourrez aller voir sur MMA, vous allez voir, en fait, quand vous demandez un devis auto, vous allez arriver dans une première page dans laquelle il y a une série de questions qui sont posées. Ces questions sont des questions du quotidien. On ne commence pas par demander votre âge, etc. On va dire, si jamais vous avez un problème, enfin, c'est pas comme ça que c'est écrit, mais est-ce que vous pouvez quand même conduire les enfants à l'école ou pas ? Et si jamais votre voiture a un accident, est-ce que vous voulez être remboursé juste de sa valeur résiduelle ou est-ce que vous voulez une voiture neuve? Ça, c'est des choses dans lesquelles les gens disent « Ah oui, c'est ça ». Une fois qu'on a compris ces mécanismes-là, alors on peut commencer à poser des questions aux gens derrière. Mais vous voyez que ça peut être parfois des toutes petites choses qui vont amener la personne à bouger. Et une fois qu'on a le comportement actuel, on va regarder quel est le comportement attendu. En se disant « Ce que je voudrais, c'est ça ». Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que entre ce que je voudrais et le comportement actuel, il y a quand même un gap entre les deux. Et donc, on peut analyser cette différence entre les deux avec des modèles comportementaux. Par exemple, si je prends quelque chose qui est abstrait ou quelque chose qui est concret pour quelqu'un, ou quelque chose qui est dans la projection, dans une situation déjà vécue où c'est complètement abstrait pour moi, c'est pas la même chose. Donc, on a déjà 4 comportements complètement différents. Nous, on a 20 matrices d'analyse de comportement qui nous permettent de pouvoir dire à un moment donné, on pense que le comportement est possible à réaliser ou pas. Et s'il est possible à réaliser, comment est-ce qu'on va le faire? Et là, une fois qu'on est dans le comment, ça peut être du digital, de la vente, etc. quoi. Je vais vous donner juste une petite anecdote pour vous expliquer. Par exemple, Rexel, donc on travaille depuis des années avec Rexel, et un jour, un des CEO locaux nous appelle et dit « Écoute Marc, on a un problème. Depuis qu'on a l'application mobile, les électriciens en fait sont sur chantier, et d'un seul coup, ils se disent « Ah zut, j'ai oublié 3 interrupteurs pour le chantier dans 3 jours. Je vais sur l'application, je commande mes 3 interrupteurs, ça prend moins de 15 secondes pour le faire, tellement ça a été pensé, et c'est fait. » Alors, évidemment, ce que ça génère chez Rexel, c'est que quand vous commandez 3 interrupteurs dans le stock, il y a quelqu'un qui doit aller prendre une boîte de 10, ouvrir la boîte de 10, enlever les 3, reconditionner les 3, fermer la boîte de 10, mettre quelque chose qui permet de savoir que dans la boîte de 10, il n'y en a plus que 7, parce qu'autrement, on envoie une boîte de 10 en ne sachant pas qu'il y a 7 dedans. C'est des millions d'euros. Comment est-ce qu'on fait pour stopper ça? Parce que si je demande dans l'ancien paradigme au client, mais qu'est-ce que vous pensez de, c'est quoi votre expérience idéale? L'expérience idéale, c'est celle que j'ai maintenant. En fait, ça prend 15 secondes, j'ai aucun frais et je peux commander quand je veux. Vous pouvez pas vous baser sur ce que lui pense ou ce que lui va vous dire. Ce que vous devez faire, c'est aller regarder dans son comportement pour essayer de trouver un élément qui permettrait à la personne de se dire « Non, ça je ne vais pas faire ». Mais d'abord, 1, est-ce que c'est possible? Et 2, une fois qu'on l'a, comment est-ce qu'on le fait? Et donc, on peut arriver à construire ça. Et pour terminer, parce que je vois le temps passer. Il y a plein de questions qui arrivent. Pour terminer, donc, en fait, on a juste ajouté un truc tout petit, tout simple, mais tout simple. Hein. C'est une barre avec le A, B, C, D, vous savez, ce qu'on voit sur les ampoules, là, avec la consommation énergétique. Pourquoi? Parce que ça, ils connaissent. Il faut absolument qu'ils se disent « Non, mais c'est normal, c'est moi. C'est moi qui fais une commande toute petite, donc c'est normal que je doive payer des frais de livraison. » Et pas de se dire « Mais quelle bande d'andouille chez Rexel, maintenant ils m'ont mis 5 € alors qu'avant je payais rien. » Comment est-ce qu'on fait pour que la personne se dise par elle-même ça? Et ça, c'est du comportemental. Et donc, on a mis cet objet et on a simplement dit votre commande génère une empreinte carbone élevée. Donc, il y a une gestion supplémentaire à faire. Et donc, on fait un choix autodirigé. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous pouvez soit aller en agence et c'est gratuit, soit vous payez 5 €.
Et là, c'est complètement différent parce qu'on a eu 0 personnes qui nous ont dit il y a un problème et tout le monde a payé 5 €. Mais vous voyez, pour le même coup, ils avaient essayé d'autres techniques et en fait, ils ont eu des volets de bois vert derrière en disant mais avant c'était gratuit, etc., etc. Enfin voilà, comme ça vous voyez un petit peu le... Alors on a encore 5 minutes et Chantal me dit qu'on a beaucoup de questions. Alors n'oubliez pas, on va faire gagner un livre à chaque session. Donc pour gagner ce livre, Chantal, je te laisse poser la question et ensuite on passe aux questions-réponses. Bonjour à tous. Alors on va démarrer par la petite question pour gagner le livre, dédicacé par Marc. Question toute simple. Combien d'années d'expérience client sont notifiées dans le titre du livre? C'était de l'autre côté, là. Voilà. Je l'ai montré il y a 2 secondes. Je vous laisse répondre. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de regrouper les questions, puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Donc déjà, les commentaires, que c'est très intéressant, passionnant, etc. Donc ça a passionné l'auditoire. Je vais les regrouper en plusieurs questions. La première, ça va être, je pense, on a pas mal de gens du marketing qui insistent. Vous avez beaucoup insisté, Marc, sur la partie conseiller, vendeur, etc. Beaucoup de gens posent des questions sur la partie client. C'est pas mieux de prendre la personnalité du client. Les pensées sont différentes en fonction de chaque être humain. Les facteurs comme l'âge, le mode de vie, la situation géographique influencent nos pensées. Comment faites-vous pour en déduire des analyses par grande typologie de clients, par segment? C'est une très bonne question. Il y a toujours cette partie, on pense client. Bien sûr. Ouais. Et puis, une petite question aussi qui va avec. Dans les comportements d'achat, le fonctionnement du cerveau homme ou femme doit-il être considéré comme une variable pertinente? Donc, on reste toujours côté client. Je vais déjà commencer par la première. D'abord, merci pour les questions parce que c'est des questions qui sont intéressantes et je trouve qu'on voit qu'il y a de la réflexion derrière. Donc, et c'est très très important comme question parce que la manière dont on a tendance à fonctionner quand on analyse des clients, c'est à les différencier. C'est-à-dire de se dire, par exemple, je sais pas moi, Juliette, 74 ans, qui regarde Netflix ou Georges ou Jacques, peut-être non, Georges c'est peut-être pas le bon prénom pour quelqu'un qui a 15 ans, mais enfin bon, ou Kevin, n'importe quoi. Voilà. Donc on se dit, ah non, c'est pas les mêmes. Et donc on a tendance à diviser, à ajouter. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué parce que si on va dans cette voie-là, chaque personne, et heureusement, on est tous uniques. Donc dans la structure de nos pensées, on est unique. Par contre, ce qui est intéressant, je vais vous donner un exemple. On travaille pour une banque pour des produits de prévoyance. On pourrait se dire que chaque personne est différente, donc les âges sont différents, etc. Et d'ailleurs, en fait, la manière classique de faire, c'est on fait des personas. Alors, les personas, souvent, ont peu de données, donc on est content d'en avoir 5, mais il y a peu de données dedans. Et souvent, quand on a les 5, et qu'on est très honnête, et qu'on regarde quand on a une vraie question, en se disant, tiens, quel titre est-ce qu'on va mettre? Et si je prends Jacqueline qui fait du patinage artistique et qui aime bien ça, et qui dit que dans sa vie, pour elle, c'est important ceci ou cela, comment je fais, moi, pour savoir ce que je dois mettre dans mon site ou sur mon affiche? Donc, déjà, on va essayer de ne pas diviser. Et on va aller chercher avec un profilage comportemental ce qui a 70% de commun entre les gens. Ça veut dire qu'on laisse une personnalité, et les gens sont différents, heureusement, mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'on est tous drivés par des choses. Alors, on a l'impression que non. Mais l'environnement dans lequel on vit, le contexte dans lequel on vit. Alors, pour vous donner un simple exemple, un magasin que vous aimez bien et où vous passez devant s'il fait magnifique, il y a du beau soleil, il fait bon et vous avez le temps, ou il pleut et vous avez, faut aller chercher les enfants, c'est le même magasin, mais le contexte agit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que malgré la différence de personnalité des gens, il y a toute une série de choses qui sont en socle commun dans cette grammaire. Par exemple, si je reprends les produits de prévoyance, la majorité des gens se posent les mêmes questions et sont dans les mêmes problèmes. On sait, c'est un comportement occasionnel. Aller prendre par exemple une épargne pension ou quelque chose de prévoyance, c'est compliqué. Ça parle de la mort. Souvent, en fait, on entend que ça s'est passé chez les autres, mais on se dit, non, mais moi, ça risque pas d'arriver. On ne sait pas du tout combien il faudrait à notre famille si on disparaissait. On prend chacun d'entre vous et essayer de voir dans votre famille, regardez votre famille et vous dites, d'un seul coup, je suis plus là. Mais de quoi est-ce qu'ils auraient besoin pendant quelques mois? Et regardez, probablement vous ne savez pas le montant. Il va falloir commencer à réfléchir. Tout ça, ce sont des paramètres qui sont communs. Et ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de dire on va séparer les personnes, on va d'abord aller chercher ce qui a 70% de commun. Et si on voit que on n'arrive pas à avoir 70,
alors on peut en faire 2. Mais on n'est jamais allé au-delà de 2 profils comportementaux. Parce que quand on recherche les données, et entre autres avec des données que vous publiez, par exemple, on est en capacité d'aller de plus en plus profondément sur ces 70%. Et ce qu'on voit par exemple dans les appels téléphoniques, quelqu'un qui n'est pas content chez Engie, c'est les mêmes micro-pensées. Il faut d'abord que la personne se dise « Ah, on m'écoute ». Enfin, il y a toute une série de choses qui sont communes. Après, les différences, bien sûr, on ne peut pas toutes les travailler, et heureusement d'ailleurs. Parce que... Alors, on arrive quasiment à la fin de l'atelier. Il faut peut-être annoncer la gagnante ou le gagnant, Chantal, si tu... à la personne. Autrement, on va déborder, on prend une dernière question. Normalement, on termine à 50, mais... Il y en a vraiment énormément, mais je vais essayer de prendre celle qui est la plus courte, d'Isabelle, qui disait que vous citez souvent des exemples qui ont des défauts. Est-ce que vous auriez une expérience positive à nous partager? Nous, on aime bien l'effet waouh chez Eloquent. Est-ce que vous avez une expérience qui, au contraire, démontre on a parlé d'EDF, qu'on a pris en compte ce fameux cerveau humain? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est déjà comment est-ce qu'on évalue une expérience positive. Parce qu'on me demande, tiens, mais je prends des exemples négatifs, mais c'est parce que c'est beaucoup plus facile à cranter parce que la polarité est très forte. Mais en fait, en gros, si vous regardez, on a un anticipé, on l'a vu dans le cerveau, il y a une zone qui anticipe une récompense de ce qu'on va faire. Par exemple, si, je sais pas moi, vous avez une réunion qui va être chiante, l'anticipation de récompense va être faible. Et en plus, il y a une autre zone qui est le niveau de motivation émotionnelle qui va être faible aussi. Donc, sur cette base-là, vous allez vivre l'expérience et puis après, vous allez vous retrouver avec une expérience vécue. Et l'expérience client, c'est la différence entre les deux. Par exemple, c'est fou, mais on travaille donc pour Chanel. Chez Chanel, le niveau d'attente de l'expérience attendue est tellement élevé que le moindre petit grain de sable peut donner une expérience négative. Alors que l'inscription sur un site d'assurance, qui, à la base, semblait chiant, peut paraître tout à fait bien. Ouais. Et donc, des exemples concrets, alors, il faudrait qu'on prenne le temps de regarder tous les exemples que j'ai déjà eus, mais il y en a plein. Hein. Donc, dans la vie de tous les jours, quand vous avez des choses qui se passent bien, elles sont mémorables. Donc, vous allez vous dire, ah bah oui, mais ça c'est vraiment intéressant. Je me dis, effectivement, ce que j'ai eu avec EDF, je l'ai comparé par rapport à Engie. Et aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un d'EDF, j'entends, par exemple, qu'il y a de la bienveillance. Et c'est ces expériences-là dans lesquelles vous sentez que vous êtes considéré comme un humain, ça n'a pas de prix, quoi. Et pour ça, alors je ne sais pas comment ils ont fait. Autrement, il y a aussi, par exemple, chez Accor, donc ils ont une politique. Donc moi, je vais souvent aller à Bercy, là, au Pullman, et je ne sais pas comment ils font, mais ces gens sont toujours avenants. Bien sûr, c'est des humains, donc il peut y avoir des couacs, mais on voit que la culture de la boîte est basée sur la bienveillance. Et ça, c'est énorme. On prenait la Maïf, par exemple, aussi. On verra tout à l'heure. Voilà, c'est des exemples aussi. Je trouve que le top management a décidé de mettre en place de la bienveillance. Et la bienveillance, souvent, on voit ça avec du laxisme. Mais non, justement, au contraire, si on laisse les gens s'exprimer, on a beaucoup moins de problèmes sur les personnes. On a beaucoup plus d'engagement des employés. Les clients sont plus contents. Voilà, on pourrait... Peut-être qu'à la limite, vous pouvez me poser des questions. Alors justement, c'est ce que je disais. Donc bien sûr, vous pouvez retrouver le livre de Marc. Hein, vous le trouvez sur la plupart des librairies en ligne, Fnac, Amazon, etc. Donc on fera gagner un bouquin à chaque session. Le livre de cette session-là, je pense que Chantal nous donnera le vainqueur. Et oui. Il s'agit de Magali Bartet qui a répondu le plus rapidement et la réponse était évidemment 300 000 années d'expérience client. Bravo Magali, Marc vous dédicacera cette première édition. Et bien entendu, si vous avez d'autres questions, posez-les dans le chat, on les enverra à Marc. Et bien entendu, vous pouvez aussi le contacter directement par LinkedIn et il fera, j'espère, un plaisir de vous répondre. Oui, avec plaisir. Alors, donc là, on arrive à la fin de cette session. Merci pour cette belle intervention. Donc, on se retrouve juste après pour comment on va faire pour mettre en place un service client 5 étoiles. Et pour cela, j'aurai le plaisir de recevoir Antoine Landré d'Opco EP et Nathalie Namias, qui est une fidèle des émissions en live d'Agora et qui nous partageront tous les deux leurs bonnes pratiques, à la fois au niveau du management et au niveau des outils, pour offrir justement un service 5 étoiles et peut-être, pourquoi pas, se rapprocher d'un effet waouh en utilisant les neurosciences. Alors, je vous remercie et donc rendez-vous dans 5 petites minutes pour la prochaine émission.